Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeatWriter. Aujourd'hui, 18e review de la chaîne, et c'est pour moi un énorme plaisir, un énorme privilège de vous présenter cette figurine, à savoir la figurine de Saga Canon Original Color Edition, c'est-à-dire la version OCE, aux couleurs du manga. Donc pour cette review, je vais avoir un double objectif. D'abord, évidemment, de vous présenter cette figurine, qui est la représentation de mon personnage préféré dans la série, de vous montrer les différences qu'il peut y avoir entre une version animée et une version OCE. Et deuxième objectif, ça sera de vous parler du manga, et notamment des différences qu'il peut y avoir entre le saga du manga et le saga animé, le pop du manga et le pop de l'animé. C'est pour cela ici que vous voyez donc les 13 volumes de l'édition Kana, c'est celle de 2003 si je dis pas de bêtises, qui part des Galaxian Wars jusque la fin du Sanctuaire. J'espère que pour cette review, je vais vous apprendre des petites choses, que je vais vous démontrer également la beauté de ces figurines OCE. Je pense que chacun peut y trouver son compte, aussi bien ceux qui ne connaissent pas le manga, donc l'œuvre canonique de Kurumada, que ceux qui la connaissent et qui pourraient par exemple avoir oublié certaines petites choses qu'ils pourraient évidemment se remémorer. Voilà les amis, donc je vais faire un peu place nette, et puis nous on se retrouve pour le packaging. Oh, regardez, on dirait que... Oh, ça alors, je vois deux temples à présent. Mais je rêve ou quoi? J'ai bien peur qu'il ne s'agisse plutôt d'un cauchemar. Alors évidemment, petit clin d'œil à ce passage du manga où nos héros sont face à deux maisons des Gémeaux, et deux maisons des Gémeaux pour deux boîtes des Gémeaux. Alors petit clin d'œil finalement un peu amer, parce que c'est un premier reproche que je vais faire à Bandai, c'est qu'il y a un peu de tromperie sur la marchandise quand même. On nous dit sur le packaging qu'il s'agit d'un package saga et... importance du et canon, et non pas un package saga ou canon. Or, c'est exactement ce que vous allez avoir dans cette boîte, à savoir, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pourrez pas exposer les deux en même temps. Et ça, pour moi, c'est un petit peu dommage. Bon, évidemment, je suis pas, comme on dit, un lapin de 6 semaines, c'est-à-dire que venant de Bandai, je m'attendais pas à avoir non plus forcément les deux figures, enfin les deux armures, je veux dire, mais au moins, par exemple, deux corps pour permettre une exposition avec l'un des deux en civil, ça aurait été quand même sympathique. Or là, eh bien, vous verrez, quand on va regarder le contenu, on est loin du compte. Donc ça, c'est déjà un premier reproche que je vais faire à Bandai. Alors, pour autant, on va s'intéresser à ce magnifique packaging. Alors oui, vraiment magnifique packaging, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Bon, évidemment, soit on trouve quelque chose de magnifique, soit on ne trouve pas. C'est pas en interprétant qu'on va finalement trouver ça magnifique. Mais en tout cas, moi, personnellement, direct, ça m'a séduit pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'on a à nouveau l'apparition d'un fourreau. Et oui, ça n'était pas arrivé depuis un petit moment maintenant chez Bandai, qui a abandonné ce concept, avec les Marinas on n'en a plus. Donc ici on en a un, et il est très beau parce que pour moi il y a mes deux couleurs préférées, qui sont le noir et le bleu. Donc forcément, direct, ils sont en terrain conquis. Autre chose, du point de vue du recto, on a une sorte de fumée, alors soit une fumée, soit une flamme, qui est au recto, et en fait qui émane du verso, à savoir du personnage qui y est représenté, à savoir Saga. Et là, pour moi, il y a déjà une première évocation du manga. Et cette première évocation, eh bien, c'est ce que je vais vous mettre en insert ici. C'est le moment où l'esprit malin qui était abrité par Saga quitte son corps. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, et qu'il y a directement ici un clin d'œil à cette case du manga. Voilà donc pour ce fourreau que l'on va retirer, pour arriver donc à la boîte qui est pas moins magnifique. Alors, pas moins magnifique, pourquoi? D'abord, on a une représentation du signe des Gémeaux à l'arrière-plan. Alors, le signe des Gémeaux, c'est deux jumeaux, en fait, qui sont Castor et Pollux. L'un étant divin, Pollux, et l'autre étant mortel, Castor. Ici, on a également la représentation de Saga en armure, en plan complet, là où nous avons Canon un peu en retrait, il est un peu ombré, et on ne voit qu'une partie de son corps. On voit également que par rapport à Saga, il est à l'arrière-plan. Autrement dit, il y a pour moi la volonté d'identifier directement ce jumeau-là avec Pollux
alors que Kanon est identifié à Castor. Et nous avons exactement la même chose au verso de la boîte, encore une fois, un Kanon à l'arrière-plan et un Saga au premier plan. Et là, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que quand on regarde la mythologie, comme je l'ai dit, Pollux est divin, Castor est mortel. Autrement dit, Castor termine aux enfers, là où Pollux rejoint l'Olympe. Et il demande à Zeus de faire remonter son frère dans les cieux. Et Zeus finit par refuser, pourtant permet à son frère d'aller le voir un jour sur deux aux enfers. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe finalement dans la série, aussi bien dans le manga que dans l'anime. C'est-à-dire que Kanon termine finalement en tuant son adversaire Radamantis et en y perdant la vie en même temps, aux enfers. Là où le destin de Saga est un peu plus noble, hein, puisque lui termine finalement en joignant son cosmos à ceux de ses compagnons. Tout ça pour faire quoi? Pour détruire le mur des lamentations, qui est la porte vers Élysion, hein, qui est a priori le paradis. Autrement dit, on a ici un Saga qui a une fin un peu plus divine, là où on a un Kanon qui a une fin un peu plus terrestre, terre-à-terre, si vous voulez. Autre chose évidemment qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout au long du manga, hein, et ça c'est très important, Saga est évoqué comme étant l'égal d'un dieu, comme un dieu vivant. Jamais ceci n'est repris pour Kanon. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard. Pour Umada, c'était pas un zinzin. Il a lu des bouquins de mythologie grecque, et à mon avis, il s'en est inspiré ici pour le destin de ces deux jumeaux. Pour ce qui est des côtés, alors je vais évoquer ce côté-là en dernier, je vais d'abord évoquer celui-ci. Évidemment classique, hein, on a la représentation du totem, et puis on a ce petit... Alors moi j'appelle ça un splash, et là aussi, hein, je vais vous mettre un petit insert ici, et bien ça revient régulièrement dans le manga. En fait, c'est à chaque fois que les personnages crient un peu, haussent la voix, et bien on a ce genre de petit dessin qui apparaît avec ce qu'ils disent à l'intérieur. Donc moi je trouve ça très très bien vu de leur part, ce petit clin d'œil, encore une fois, au manga. Et enfin, le dernier clin d'œil, alors là c'est un gros clin d'œil, mais encore une fois, il faut avoir lu le manga pour voir ce clin d'œil-là, qui fait référence évidemment à cette case-là, hein, que je vous mets aussi en insert, et qui évidemment, moi, me parle, hein, ce passage où l'armure des Gémeaux s'adresse à Saga et lui demande « Mais qui es-tu Es-tu le bien? Es-tu le mal? Maintenant, il est temps de choisir le côté du bien et de racheter tes crimes. » Voilà donc pour ce packaging, en tout cas pour les éléments importants. Bien évidemment, comme d'habitude, on a au-dessus de la boîte, alors comme d'habitude, en tout cas pour les figurines récentes, le choix de Bandai de nous montrer un visuel de la totalité des maisons et de mettre en éclairage la maison d'où le personnage est issu, à savoir ici la maison des Gémeaux en surbrillance. Remarquez qu'ils font exactement la même chose dans la gamme des Marinas. Ils mettent les piliers et ils éclairent le pilier dont le général est issu. Dessous de la boîte, eh bien, on a à nouveau quelque chose de classique, les mentions légales, et on a cette fois-ci uniquement Saga, ce qui sous-entend évidemment encore une fois que c'est lui qui est le personnage principal de cette boîte, et que Kanon, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc voilà pour ce packaging. Donc maintenant, on va, comme d'habitude, passer au blister. Alors, 3 blisters face à nous, ce qui est exactement le même nombre et la même organisation que le Kanon Tamashi que j'avais chroniqué en review numéro 16. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien tout en haut qui vous permet d'y accéder. Et donc, on avait pour cette figurine 3 blisters, avec comme blister principal celui qui contient la figurine. Donc comme vous pouvez le voir ici, la figurine principale de ce pack, eh bien c'est Saga, ce n'est pas Kanon, c'est Saga que l'on voit en personnage, et on a avec lui les principales pièces d'armure. Et là on peut déjà voir cette couleur très particulière, propre aux ECE, cette couleur finalement que les fans d'ECE, auxquels j'appartiens, adore dans cette gamme de figurines. Donc c'est une couleur qui se rapproche davantage de ce qu'est la vraie couleur de l'or, qui est bien différente de celle de l'animé. Alors pour la différence entre les deux, je vous ferai évidemment le comparatif entre la version animée et la version OCE
en deuxième partie de vidéo. Mais là, donc, vous avez déjà un aperçu de la beauté de ces pièces, hein, d'une couleur si particulière. En blister secondaire, vous avez, comme d'habitude, le totem, les pièces du totem, et puis les autres parties de l'armure. Et le dernier blister, eh bien, c'est ce qui va faire un petit peu la spécificité de cette boîte. Alors, ce dernier blister contient un blister principal et un mini blister. Voilà, un mini blister. D'abord, le blister principal contient les différentes paires de mains qui sont utilisables évidemment pour les deux personnages. Remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de générosité de la part de Bandai, nous n'avons que 3 paires de mains plus la main du Genro Maoken. Nous avons 4 visages pour Saga. Alors ici il y a eu un petit peu de réorganisation. Le pack de Saga, enfin la boîte de Saga en version IX animée, contient également 4 visages, mais dans ces 4 visages, nous avions un visage ici, au lieu d'avoir ce visage d'attaque de Evil Saga, nous avions un visage ombré. Ce qui n'était pas très logique, puisque ce n'est pas Saga qui contrôle l'armure des Gémeaux au moment du Genikyu, mais son frère Kanon. Autrement dit, ce visage-là avait été donné en bonus dans la boîte de Kanon, celui que j'ai passé encore une fois en review la dernière fois. Autrement dit, Bandai a réorganisé les choses et il a mis ce visage à l'endroit où il devait être, à savoir dans le blister de Saga. Donc c'est pour ça que le visage ombré n'y est plus. Maintenant, il n'a pas disparu puisqu'il a intégré le blister de Kanon. Ben voilà, vous voyez, vous vouliez voir Kanon, eh bien, voici Kanon. Donc il s'est fait rétrécir le malheureux, hein, puisqu'il n'a ni cou, ni corps, ni jambes. Il a juste des visages et des cheveux. Voilà ce qui est devenu Kanon. Bon, évidemment, constat un peu ironique, hein, encore une fois, on aurait vraiment beaucoup aimé avoir finalement un corps avec les visages que l'on puisse adapter dessus pour au moins avoir la possibilité de faire une version civile. Bon, alors ceci étant dit, au niveau des visages, est-ce qu'au moins le compte y est? Eh ben non, même là, le compte n'y est pas, puisqu'on en a 4, là où avant, on en avait 5. Hein. Donc il n'y a pas le visage en plus sur la figurine qui n'existe pas. Hein. Ce visage, en fait, c'est le visage neutre et il est ici. Hein. Ensuite, on a d'autres visages, mais il nous en manque un au final. Alors remarquez que ce visage-là, hein, le visage ombré, était donc originellement celui qui devait être destiné à Kanon, et donc la Bandai l'a remis au bon endroit. Alors il y a eu une petite variation au niveau des visages qu'a choisi de mettre Bandai. Alors remarquez que lors de ma chronique du Kanon Tamashii, j'avais évoqué le fait que il y avait énormément de visages d'attaque avec bouche ouverte, et que je trouvais ça finalement pas terrible, parce que ça permettait pas de varier grandement les poses. Eh bien, il faut croire que Bandai a fait le même constat que moi, puisque on n'a plus maintenant qu'un seul visage, bouche ouverte. Là où on en avait sur le Kanon Tamashii, on en avait 3. Donc l'un des trois a été remplacé par ce visage-là, qui est un visage avec un rectus, que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Donc finalement, on y a perdu un visage au change. Alors, ceci étant dit, donc sur les blisters, comment on va procéder pour l'intérieur? Eh bien, je vais reprendre finalement la méthode que j'ai utilisée lors de mon dernier tuto, où je vous ai montré la différence entre les différents visages de Seiya IX. Donc, je pense que cette méthode nous permet d'avoir une meilleure visualisation des visages et des détails de ceux-ci, parce que je peux zoomer autant que je veux sur les visages sans pour autant perdre de la qualité. Donc ça, pour moi, je pense que c'est un gros avantage pour vous pour juger de la qualité des visages. Et également, deuxième avantage, et pas des moindres, c'est que ça permet d'éviter mes petits doigts, autrement dit, encore une fois, d'avoir une meilleure visibilité des différents constituants. Donc, comme la dernière fois, on se retrouve sur le PC dans un instant pour visualiser les détails de ces différents visages. Alors, on va démarrer ce premier comparatif d'abord par différencier la version animée de la version OCE au niveau des visages. On va d'abord voir, du point de vue de l'animé, tel que designé par le tandem Araki Himeno, vous voyez qu'au niveau de Saga, eh bien, nous avons des iris qui font apparaître des petits triangles, que l'on retrouve bien évidemment
sur le visage de la Mid-Cloth animée, donc puisque ceci évidemment est le visage de Saga, celui qu'on retrouve dans la boîte EX de la version animée. Alors, vous remarquez que ces photos, non seulement ont l'avantage de vous montrer les détails de chaque visage, mais en plus ça permet aussi de prendre conscience des défauts finalement qui ne sont pas visualisables de loin, mais dès que l'on commence à zoomer, vous voyez que moi ici, au niveau de la peinture de l'œil, eh bien j'ai une peinture qui est loin d'être parfaite. Mais quand on regarde le visage de loin, eh bien c'est quelque chose que l'on ne remarque pas vraiment. Donc ça c'est donc pour la version animée, et puis pour la version manga, eh bien vous voyez que la représentation qui est faite de Saga, telle que dessinée donc par Kurumada, eh bien c'est d'abord un visage un peu plus géométrique, moins dans la rondeur, et puis surtout au niveau des yeux, eh bien nous n'avons plus une iris pleine de triangles, mais ce sont des ronds, et évidemment c'est ce que l'on retrouve aussi sur la représentation de la Mid-Cloth. Vous voyez qu'au niveau des iris, on se retrouve avec des ronds. On a également une différence pour les cils. Vous voyez qu'au niveau des cils, on a des cils beaucoup plus arakiens ici, là où on a quelque chose d'un peu moins travaillé sur la Mid-Cloth OCE. Donc ça, c'est une première différence, qui sera sans doute juste une révision pour ceux qui connaissent cette gamme. Au niveau des différences aussi entre ces différents visages, on va arriver du côté des visages aux yeux fermés. Alors, pour cela, donc, je vais prendre ceci, voilà, et voilà. Alors, on a la version animée donc à gauche et la version OCE à droite. Donc vous remarquez la différence nette au niveau des cils. Vous avez des cils qui sont crayonnés ici. On distingue très très nettement les marques de crayon. Un peu dans le style manga. Et alors ça c'était pour moi très important de vous le montrer. Regardez ce visuel donc de Saga en larmes. Eh bien on retrouve exactement ces mêmes traits de crayon. Et là, moi je dis coup de chapeau à Bandai, puisque c'est vraiment très 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 bien réalisé. C'est vraiment très très bien fait. Donc bien évidemment, ceci, vous ne l'avez pas sur la version animée. Autre comparaison que je devais également vous faire, c'est avec ce visage. Alors, ce visage, c'est le visage de Kanon, que je vais évidemment vous opposer à celui de Saga. Alors, il est là, voilà. Alors, vous remarquez que ces deux visages sont en tout point identiques. Alors, je vais essayer de zoomer dessus au maximum. Et la seule chose finalement qui les différencie, eh bien, c'est la couleur des sourcils. Donc, vous avez ici, donc à droite, Saga, qui a des sourcils plus foncés, et ça se retrouvera d'ailleurs sur les chevelures tout à l'heure, que Kanon. Et finalement, bien, c'est l'unique différence qu'il y a entre les deux, bon, ce qui n'est pas anormal étant donné qu'ils sont jumeaux. Donc voilà pour la différence au niveau de ces deux visages. Bon, ce qui veut dire aussi que on ne pourra malheureusement pas utiliser les visages de Saga pour faire croire que c'est Kanon en juste changeant les chevelures, puisque les sourcils, vous voyez, ne sont pas de la même couleur. Et on arrive donc sur la dernière chose que je devais vous évoquer au niveau des différences avec le manga, eh bien, c'est sur les changements de couleur. Bon, alors, ceci est donc issu d'une des cases du manga, où on voit finalement les trois états que peut avoir la chevelure de Saga dans le manga. Alors, on a d'abord la chevelure alors blanche ici, mais quand on voit les pages du manga qui sont colorisées, eh bien on se rend compte que lorsque on a ceci, Saga a les cheveux blonds.
Lorsque l'on a cela, eh bien, c'est le moment où, en fait, il passe de son côté bon à son côté mauvais. Il y a une période un peu transitoire où il a les cheveux gris. Et donc, c'est ici que l'on retrouve cette couleur. Alors, gris et même parfois avec des reflets un peu rosés, hein. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que quand on met, par exemple, du marqueur noir sur une surface plastique, si on gratte un peu la couleur, on finit par avoir une sorte de rose qui transparaît sur le plastique. Donc forcément, il est aussi constituant du noir. Et donc la chevelure noire qui est le propre de la chevelure de Saga Evil dans le manga. Donc ça c'est important de l'avoir à l'esprit parce que sinon on ne peut pas comprendre pourquoi le Evil Saga de la Midcloth OCE a les cheveux noirs, là où celui de la Midcloth animé a les cheveux gris. Donc gris serpillère, comme disent nos amis de Chevalier du Zodiaque abrégé. Donc ça aussi, hein, c'est une différence qui existe entre le manga et l'anime. Donc voilà pour ce comparatif entre les différents visages et chevelures, et puis entre les différences entre l'anime et le manga. On se retrouve tout de suite pour le montage intégral de la figurine, ce qui sera l'occasion pour moi de vous en dire un peu plus pour les différences entre le saga du manga et celui de l'anime. Allez, on attaque ce montage. Alors, d'abord, on va évoquer une première chose, c'est que vous voyez que Saga est tout de blanc vêtu, là où sur la version animée on a une tunique de couleur, alors qui peut être soit noire, soit verte, tout dépend du Saint, mais le propre des ECE c'est qu'ils ont tous une tunique blanche en dessous de l'armure. Vous voyez également qu'il a sa tignasse blonde, là où dans l'animé il a les cheveux bleus. Au niveau du personnage en lui-même, niveau qualité des chevelures, ben, j'ai pas repéré de grosses marques de grappage, de gros défauts. C'est vraiment de bonne qualité. On a une bonne qualité de finition qui est bien sûr propre à la marque officielle, dans le cas général bien évidemment, puisqu'il y a toujours des brebis galeuses, y compris chez Bandai. Donc au niveau qualité de finition des cheveux, c'est top. Au niveau rigidité, eh bien, on a ici une jambe qui est un peu souple. Le haut du genou est très bien. La jambe en elle-même est vraiment parfaite. On a une figurine qui ne fait pas la danseuse, qui est bien rigide au niveau des jambes, donc qui ne devrait pas être trop difficile à poser. Et ce sur les deux jambes. Donc vraiment la seule petite souplesse c'est ici, vous voyez, au niveau du bas du genou. Sur l'autre jambe, c'est moins le cas. Donc moi, ça me touche sur une jambe. Au niveau du haut du corps, eh bien, on a des bras qui sont bien rigides, et ce, des deux côtés. Donc voilà, du point de vue de la rigidité, pour l'instant, tout s'annonce très bien. Alors, pendant ce montage, je vais vous évoquer les différences entre le saga du manga et celui de l'anime, et également parler un peu du pop, forcément, puisque c'est la même personne, et ça sera l'occasion pour moi de vous mettre des petits inserts. Alors, je les mettrai où j'ai la place, a priori, je les mettrai souvent sur la gauche. Maintenant, ça dépendra au moment où j'arrive au récit, à quel endroit je suis au niveau de l'image. Alors, on démarre ce montage, et donc ce que j'ai à vous dire sur Saga. Alors, d'abord, on va évoquer le saga de l'animé et le pop de l'animé. Alors, le saga de l'animé, son histoire, elle commence 13 ans auparavant, alors 13 ans avant que la série ne commence, et elle débute finalement avec un meurtre qui est celui de... alors pas du pop, et ça c'est déjà une première chose qui va être un peu compliquée. Il ne tue pas tout de suite le pop, mais il tue l'assistant du pop qui s'appelle Ares.
Et donc, il tue Arès et prend sa place. Alors, prendre sa place, ça veut dire qu'il met son masque, il met son casque, et ainsi vêtu, il s'en va tuer la réincarnation d'Athéna qui vient de réapparaître, comme c'est le cas tous les 200 ou 300 ans, nous dit l'animé et nous dit également le manga. Alors, il essaye évidemment d'attenter à la vie de ce bébé, mais il est arrêté évidemment par Aioros, qui s'enfuit donc avec le bébé. Saga, évidemment, le fait passer pour traître, et il continue de se faire passer pour Arès, qui est l'assistant officiel de Sion ou Shion, dans la version originelle, qui reste Pop, jusqu'à ce que Seiya obtienne son armure, c'est-à-dire dans les années 80-85, quelque chose comme ça. Il obtient son armure de la part de Sion, qui la lui donne, et à partir de là, Seiya s'en va faire les Galaxian Wars. Pendant ce temps, au niveau du sanctuaire, eh bien, Saga, sous les traits de Arès, donc encore une fois l'assistant de Sion, se rend compte pendant les Galaxian Wars que celle qui s'appelle Saori, eh bien, est peut-être bien l'incarnation d'Athéna, le bébé donc, qui a disparu 13 ans auparavant, et il décide donc à ce moment-là de... Alors, c'est un peu obscur, alors, soit tuer, soit le Pop de l'époque, dans sa version, meurt, et dans ce cas-là, c'est Arès qui prend sa place. Et donc Saga, sous les traits de Arès, devient le Pop officiel. Donc tout ça, c'est très 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 compliqué, et c'est propre à l'animé. Alors je vais juste faire une pause dans mon récit pour vous montrer les jambes. Donc c'est très très compliqué et propre à l'animé, et on est arrivé sur de telles complications, à mon avis, tout simplement à cause d'erreurs faites par l'animé dans soit l'interprétation du manga, soit l'anticipation de ce qu'allait être la suite du manga, puisque au moment où l'animé débute, évidemment, le manga n'est pas terminé et aussi avancé qu'il peut l'être au moment où le sanctuaire est terminé. Donc, résultat, pour caractériser un petit peu les différents personnages, ils ont été obligés de prendre un certain nombre de risques, et notamment du point de vue des chevelures. Et on se retrouve ainsi avec un Pop qui a les cheveux marrons, là où évidemment Saga dans l'animé a les cheveux gris, donc ça colle pas. Sion plus tard aura les cheveux verts, donc ça colle pas. Donc finalement, on introduit un troisième larron, hein, qui est Arès, et Saga prend la place d'Arès et ensuite devient donc l'assistant de Sion, et à se demander d'ailleurs comment il réussit à être l'assistant de Sion pendant presque une dizaine d'années en fait, sans que celui-ci se rende compte que son assistant n'est plus Arès mais Saga. Alors évidemment après il y a des théories qui disent que Saga contrôle l'esprit de Sion avec son Genro Maoken, mais vous voyez qu'on arrive sur des circonvolutions qui sont vraiment très très compliquées pour qui que ce soit, pour bien suivre une série qui s'adresse finalement au départ à un public assez jeune. Dans le manga, dans le manga c'est beaucoup plus simple que ça, puisque dans le manga, eh bien c'est Saga, toujours évidemment, dans les années, alors on va dire dans les années 60, 75, 76, quelque chose comme ça. Il se fait donc pervertir par son frère, donc Kanon, qui lui dit d'aller assassiner le Pop, donc Sion, tout simplement parce que celui-ci a refusé de le nommer Pop. Donc ils sont tous les deux convoqués, lui et Aiolos, par Sion pour que celui-ci désigne son successeur en prévision de la prochaine guerre sainte qui va arriver. En tout cas, Sion l'a lu dans les étoiles. Et donc, il convoque Aioros et Saga
tous les deux sont les deux seuls chevaliers d'or en âge pour pouvoir prendre la suite. Alors en âge entre guillemets, hein, puisque à l'époque il doit avoir quelque chose comme 13 ou 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc déjà on peut s'interroger sur la possibilité pour un jeune adolescent de prendre la tête d'un sanctuaire. Bon, ça c'est un détail, mais donc ce sont les deux seuls chevaliers d'or a priori en âge à pouvoir prendre la tête du sanctuaire. Et Sion, à la surprise générale, désigne Aioros comme son successeur. Alors, à la surprise générale, tout simplement parce que dans le manga, il est clairement dit que Saga est le chevalier le plus proche des dieux, en fait. Beaucoup le considèrent comme un dieu, aussi bien dans sa force que dans sa grandeur d'âme, dans sa bonté. Autrement dit, tout le monde s'attend à ce qu'il devienne Pope, lui-même d'ailleurs pense que c'est simplement une affaire faite, et puis à la surprise générale, eh bien Sion désigne Aioros comme son successeur. Donc tout ça, évidemment, pendant un entretien qui se fait avec les deux. Pendant cet entretien, Saga ne moufte pas, il montre, il fait le beau joueur, il dit qu'il assistera Aioros dans toutes ses missions, du mieux qu'il peut, et puis l'entrevue se termine là. Évidemment, juste après arrive l'épisode où son frère Canon lui dit d'éliminer les deux et de prendre la place de Sion. Évidemment, la réaction de Saga à ce moment-là, c'est de dire que son frère est totalement fou et totalement démoniaque, donc il décide de l'enfermer au Cap Sunion. Bon, tout ça, je pense que vous connaissez. Et puis, juste après cet épisode, il décide de rejoindre le Pope qui est à ce moment-là tout en haut du Star Hill. Alors, rappelez-vous que le Star Hill, c'est ce qui a été donc traduit par le Mont Étoilé, donc dans la série animée. Et c'est le lieu où le Pope se rend pour prédire l'avenir en regardant les étoiles. Et au moment où le Pope est en train de faire donc, ses prédictions, eh bien, Saga arrive et il lui demande de plus amples explications sur le fait qu'il n'a pas été choisi à la place d'Aioros. Alors, je vais juste m'arrêter un petit peu dans mon récit pour vous montrer déjà le rendu à ce stade. Vous voyez que le montage progresse vraiment très très rapidement. C'est une figurine qui se monte presque toute seule, hein. Pas de soucis. Les éléments s'emboîtent bien les uns dans les autres. La figurine est plutôt bien équilibrée, donc elle ne tombe pas. Saga lui demande des explications. Et alors les pièces sont un petit peu grasses, je vais devoir les essuyer. Sion lui dit qu'il ne l'a pas nommé, alors que pourtant il était sans doute celui qui devait prendre sa place. Il ne l'a pas nommé parce qu'il a vu qu'au fond de lui, il y avait un risque qu'il devienne maléfique. Et sur cette révélation, eh bien Saga, dont le côté maléfique prend le dessus à ce moment-là, lui dit qu'effectivement, il a bien lu dans son cœur et il profite de la surprise pour asséner un coup fatal à Sion et le tuer. Donc vous voyez que les choses sont beaucoup plus simples dans le manga, puisque finalement, dès le début de l'histoire, eh bien c'est Saga qui tue le Pope Sion et à ce moment-là prend sa place. Et là on arrive vraiment sur quelque chose de beaucoup plus plausible pour le lecteur que nous sommes, ou le spectateur, le téléspectateur que nous sommes, c'est que il n'a pas besoin de prendre les traits de Sion, puisqu'il n'a juste qu'à adopter son masque et son casque pour dissimuler sa vraie identité. Alors certes, sa voix sera un peu différente, mais vous savez très bien que quand vous parlez derrière un masque, vous n'avez pas la même voix que sans masque. Donc a priori, ça peut très bien être plausible. Donc il prend sa place et se dirige à ce moment-là vers l'hôtel d'Athéna où attend ce bébé qui vient de naître et dont Athéna a choisi finalement le corps. Et il décide donc de tuer ce bébé avec une dague d'or. C'est ici que vous allez avoir un insert sur la gauche.
Donc avec une dague d'or. Et là, vous avez aussi une différence avec l'animé, hein, puisque dans l'animé, bah, c'est juste un vulgaire couteau hein, qu'utilise Saga pour pouvoir tuer Athéna, là où dans le manga, eh bien, on a une dague d'or. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs cette dague d'or que on retrouve après au moment du Junikyu, quand Athéna demande à Kanon d'aller chercher cette dague d'or dans un coffre, pour que Saga lui coupe la tête. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'annonce. Donc, il essaye de tuer le bébé avec une dague d'or, et finalement n'y parvient pas, puisque Aioros intervient, tout ça, c'est comme dans l'anime. À partir de là, que se passe-t-il? Eh bien, Saga a rappelez-vous, une double personnalité, une personnalité maléfique, et puis une personnalité beaucoup plus de meilleure nature. Et à ce moment-là, en fait, ben, c'est cette personnalité qui prend le dessus, et finalement, ça devient un bon pop. Il est d'ailleurs respecté de tous, tout le monde le considère comme un dieu, comme une personne à la grandeur d'âme sans limite, à tel point que même la population pauvre du sanctuaire le plébiscite. Alors, à nouveau, hein, je vous mettrai ici en insert des éléments qui le prouvent, hein, notamment un moment où il permet à une personne qui a commis de nombreux péchés de mettre fin à son calvaire en le faisant mourir de façon sereine. Donc tout le monde le voit vraiment comme une bonne personne. Et puis, à ce moment-là, à ce moment-là, ou un peu avant, pardon, il doit remettre l'armure de Pégase à Seiya, parce que dans le manga, oui, c'est Saga qui remet l'armure de Pégase à Seiya. Donc Seiya obtient son armure des mains de Saga, s'en va au Galaxian Wars, et donc débute le tournoi intergalactique qui est normalement censé provoquer le choix de qui prendra la succession du chevalier du Sagittaire. Et à ce moment-là, il faut se remémorer ce que dit Saga en tant que Pop à Seiya. Il lui dit, à ce moment-là, et encore une fois, je vais vous le mettre en insert dans le manga, il lui dit, attention, tu obtiens maintenant cette armure, mais cette armure, tu ne pourras pas l'utiliser à des fins d'ambition personnelle, mais uniquement pour faire la justice. Tu ne pourras pas la porter autre que dans ce cas-là. Et c'est pas ce que font les chevaliers de bronze lors du tournoi intergalactique. C'est un tournoi qui est finalement au départ un tournoi sportif qui est censé désigner le gagnant d'une armure d'or. Autrement dit, quand Saga décide d'envoyer des gens pour finalement mettre fin au jour des chevaliers qui participent à ce tournoi, il ne fait simplement qu'appliquer la règle du sanctuaire, la règle de la chevalerie, qui consiste à éliminer tous ceux qui ne se montreraient pas dignes de porter leur armure. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il décide d'envoyer d'abord dans un premier temps Yoga pour mettre fin au jour de ces participants du tournoi intergalactique, et qu'ensuite il envoie une multitude de chevaliers d'argent pour d'une part détruire le Colisée, et d'autre part se débarrasser des chevaliers félons. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que Saori est en fait la réincarnation d'Athéna. C'est-à-dire qu'au départ, il n'en avait pas vraiment l'idée. Et tout ça, c'est évidemment dit dans le manga. Autrement dit, tout le début du manga montre un Pop qui est loin d'être maléfique. Pendant toutes ces années, Saga a été un bon Pop. Et c'est en cela que le manga, finalement, est beaucoup plus subtil que la série animée, puisque dans la série animée, finalement, on nous dépeint les personnages, on nous dépeint Saga, on nous dépeint Athéna comme le bien et le mal. C'est-à-dire qu'on est vraiment
dans des personnages totalement manichéens. Là où au niveau du manga c'est beaucoup plus subtil, puisque Saga n'est pas mauvais au départ, et pendant toute une partie de la série, c'est quelqu'un de bien. Et finalement, c'est un peu ça qui est dommage dans l'animé, c'est que ils ont vraiment simplifié ce qui est un personnage quelque part très complexe. Dans Saga, il n'y a pas le mal absolu. Il y a finalement ce qu'est l'être humain, c'est-à-dire avec des bons côtés, avec des mauvais côtés. Et chez lui, évidemment, c'est vraiment très exacerbé, puisque des fois, il y a une partie qui prend le dessus, et d'autres fois, c'est l'autre qui prend le dessus. Une fois donc que ceci est fait, eh bien, il va essayer évidemment de faire tuer Saori, puisqu'à ce moment-là, c'est son côté un peu maléfique qui prend le dessus. Hein. Il comprend que la roue risque de tourner pour lui si on se rend compte de sa supercherie. Donc forcément, il va essayer de faire tuer Saori, donc d'abord par les chevaliers d'argent, ensuite par les chevaliers d'or. Donc tout ça nous amène vers la bataille du sanctuaire, et finalement au duel final qui l'oppose à Seiya et un peu à Iki, qui est sauvé par Mu. Et pendant ce duel, eh bien, dans l'animé, Seiya arrive finalement à triompher de Saga, en tout cas à gagner suffisamment de temps pour aller chercher le bouclier de la justice, et puis finalement à lui régler son compte, même si à la fin c'est un peu, on sait pas dire si c'est Athéna ou si c'est Saga qui se tue, ou si c'est Athéna qui le tue avec son sceptre niqué, déesse de la victoire. Alors que dans le manga, les choses sont encore une fois plus simples et à la fois plus complexes, c'est-à-dire que Seiya n'arrive pas à vaincre Saga, il gagne suffisamment de temps pour pouvoir aller chercher le bouclier de la justice, parce que finalement Saga est tiraillé entre sa bonne personnalité et sa mauvaise personnalité, ce qui donne le temps à Seiya d'aller chercher le bouclier de la justice, et en envoyant le bouclier, en reflétant le bouclier de la justice sur Athéna, qui est en train d'agoniser, eh bien dans le faisceau de lumière est pris Saga à ce moment-là, et c'est à ce moment précis que la personnalité mauvaise de Saga, encore une fois je vous mettrai l'insert ici, va s'échapper de son corps, et que une fois pour toutes la bonne personnalité de Saga habite son corps. Et à ce moment-là, eh bien, il décide d'aller à la rencontre d'Athéna, qui est en train de monter les escaliers pour rejoindre ses chevaliers de bronze, et puis une fois qu'il est devant elle, il décide de mettre fin à ses jours, de se suicider. Et cette partie-là, évidemment, n'a pas été du tout reprise par l'animé, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette partie spécifiquement a été rétablie dans la série Saint Yasho, alors qui a été beaucoup décriée, mais en tout cas moi je lui vois une vertu, c'est qu'elle a rétabli la réalité de ce qu'est le manga. Et tout ça c'est dans l'épisode 7 de la série Saint Yasho, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien pensez à visionner cet épisode 7, qui rétablit finalement la vérité de ce qu'est la mort de Saga dans la série. Donc voilà pour ce montage. Alors je vais peut-être lui rajouter simplement son casque. Voilà les amis, donc de retour, hein, j'en ai profité pour lui arranger un peu sa pose. Hein. Voilà. Donc écoutez, voilà, hein, figurine magnifique. Un personnage non moins magnifique, très charismatique, le regard perçant. C'est Saga dans sa version manga. Hein. Voilà, bon, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment le manga, encore une fois la version papier, l'œuvre canonique de Kurumada. Nous maintenant, on va passer à une petite séance posing dans laquelle je vais vous mettre en fait les trois configurations possibles avec cette figurine, ce pack Saga Canon, et puis on se retrouve juste après pour le comparatif bilan. Allez, à tout de suite les amis.
Alors de retour pour le comparatif en armure, comparatif qui va se faire à 3, hein, puisque j'y ai ajouté la version animée du Canon Tamashi que j'avais chroniqué il y a 2 reviews, donc pour vous faire évidemment le contraste entre l'armure animée et puis l'OCE. Donc vous pouvez voir bien sûr qu'au niveau des couleurs, eh bien, les couleurs de l'animé sont plus variées, hein, puisqu'on a des différentes nuances de jaune à plusieurs endroits de l'armure. Notamment un jaune orangé au niveau des pieds, là où sur l'armure OCE, eh bien, on a un jaune uniforme qui est une couleur un petit peu plus proche de l'or, un petit peu plus chaud que les couleurs adoptées sur la version animée. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les deux sont fidèles au support qu'ils sont censés représenter, hein. Je vous mettrai ici en insert à la fois la version animée et la version manga, comme ça vous pourrez juger du fait que les deux types de figurines sont suffisamment fidèles au personnage de la série. Pour ce qui est maintenant des motifs présents sur les armures, c'est là où au niveau de l'animé on est plus fidèle. Donc je vais vous montrer ça de près. Alors vous voyez sur la jambe, hein, on a ce motif là, alors que sur le bras, eh bien, sur la brassière, on a un autre motif un tout petit peu plus complexe, vous voyez, qui n'est pas le même que sur la jambe ici. Hein. Donc ça c'est typiquement le motif de l'animé. Et encore une fois, je vous en mettrai un insert à gauche. Si on prend par contre l'OCE, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je vais retirer le casque. Voilà. Et bien, vous voyez qu'au niveau de la jambière, on a exactement le même motif que pour la version animée. Et au niveau de la brassière, exactement la même chose sur la brassière. Et c'est la même chose d'ailleurs au niveau du plastron. Autrement dit, la version OCE que vous avez là, en tout cas en termes de pièces d'armure, eh bien c'est ni plus ni moins que la recolorisation de l'armure animée. Et là on perd un peu en fidélité puisque vous verrez donc sur l'insert ici à gauche que les motifs qui sont sur les jambières, hein, notamment, sont différents sur la version OCE. En fait c'est exactement les mêmes motifs que sur les brassières. Donc l'idée de Kurumada était évidemment d'avoir une uniformité entre les brassières et les jambières pour symboliser les bras des Gémeaux, hein, qui se retrouvent sur le totem. Donc voilà pourquoi il avait fait les mêmes pièces finalement. Alors pour ce qui est du comparatif maintenant entre Kanon et Saga, bon bien évidemment les corps sont exactement les mêmes, hein, puisque elles sont issues de 2 packs de même nature. Maintenant les têtes sont différentes. Alors je vais me débarrasser du Kanon animé. Voilà. Donc entre les deux finalement ne diffèrent que les chevelures et donc les têtes. Pour ce qui est de la tête de notre ami Kanon, eh bien vous voyez que sa chevelure, alors je vais l'amener un peu plus près, voilà, vous voyez que sa chevelure, ses mèches, elles partent vers la gauche. Et d'ailleurs, la plus longue mèche ici devant, elle démarre de la gauche. Autrement dit, on pourrait dire que Kanon représente le côté gauche. Saga, lui, eh bien, c'est le reflet de Kanon dans le miroir, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. Vous voyez que sa longue mèche est à droite, donc elle démarre à droite, et sa chevelure part vers la droite. Donc, différencier Kanon et Saga, finalement, c'est pas juste une question de couleur de cheveux, mais c'est aussi une question de sens de la chevelure. Hein. Et encore une fois, il y a un petit symbole, hein, finalement, c'est que, a priori, eh bien, Saga, c'est le côté droit, c'est-à-dire finalement le côté du casque qui sourit, et donc qui peut être amené à être maléfique. Et puis Kanon, eh bien, c'est le côté gauche du casque, c'est-à-dire finalement le côté neutre, et effectivement c'est souvent le visage qu'arbore Kanon dans la série et dans le manga, c'est un visage placide, impassible, souvent même quelque peu dédaigneux vis-à-vis de ses adversaires. Dernier point au niveau de la main droite de Saga, ce n'est pas une main qui est issue du pack Saga Kanon, c'est une main qui est issue de la boîte de la balance OCE. Peut-être que j'aurai l'occasion d'ailleurs de vous le présenter à un moment sur la chaîne. Donc cette main-là, vous ne l'avez pas d'office dans le pack, et c'est bien dommage parce qu'elle permet, comme vous l'avez vu sur la pose, de tenir le casque. Hein, plutôt que de le tenir avec une main semi-ouverte en équilibre, là vous pouvez vraiment le faire tenir avec une main, un point fermé, quoi.
Et donc on arrive finalement au moment du bilan, donc on va revoir les points positifs. D'abord, premier point positif, il est devant vous, hein, c'est le rendu de cette figurine est vraiment très très bon, hein, tout simplement parce que déjà la cloche des Gémeaux, elle est très très belle, et ici, vous voyez qu'elle est plutôt bien reproduite, elle respecte les couleurs du manga, ce qui la magnifie encore plus. Déjà à la base, pour moi, c'est un peu un alliage d'élégance et de chevalerie moyenâgeuse que vous retrouvez finalement sur les différentes composantes des pièces d'armure. Donc avec cette couleur OCE en plus, pour moi, ça la magnifie encore plus. Alors deuxième point positif, eh bien, ce sont les visages et les chevelures, hein, qui sont vraiment fidèles au manga, hein, ça je pense que je vous l'ai montré. Troisième point positif aussi, eh bien, c'est la possibilité de faire plusieurs variations avec la même boîte, c'est-à-dire que vous pouvez faire un canon, vous pouvez faire un Evil Saga, vous pouvez faire un Saga normal, vous pouvez faire également un Gemini Ghost, hein. Donc ça je vous l'ai pas mis en posing, mais vous avez aussi cette possibilité là, et tout ça sans devoir acheter de kits supplémentaires. Vous pouvez tout faire ça avec le kit de base de la boîte. Néanmoins, et là on arrive au point négatif, eh bien il faudra choisir, hein. C'est-à-dire que dans la boîte, il n'y a qu'un seul corps, autrement dit ça sera l'un de ces quatre-là, et certainement pas deux d'entre eux en même temps, hein, parce qu'il n'y a qu'une fois les pièces d'armure, et surtout parce qu'il n'y a qu'un seul corps, donc même une version civile, pour compléter, pour faire un duo, ça sera pas possible, il faudra acheter deux boîtes. Donc ça c'est vraiment à mon avis le gros point noir de ce pack, c'est qu'il faudra choisir. Deuxième point, alors c'est un point négatif, mais un peu moindre, eh bien, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est l'absence de fidélité des motifs au niveau de l'armure. Donc on peut féliciter Bandai sur le fait qu'ils nous ont fait une couleur OCE, une version OCE, des visages OCE, etc. Mais on peut leur reprocher aussi d'avoir fait un peu preuve de paresse en ne faisant juste qu'une recolo de l'armure et en ne tenant pas compte du fait que la version manga, eh bien, au niveau des motifs, il y a des différences, notamment ici, hein. Donc ça c'est un tout petit peu dommage. Troisième point négatif, alors je ne l'ai pas évoqué plus tôt, mais ça va être le moment de le faire, eh bien c'est le prix de cette figurine, et finalement le prix plus généralement de cette gamme OCE, hein. C'est une gamme qui est très onéreuse, hein, et qui l'est de plus en plus. Alors cette figurine est encore entre guillemets abordable, dans le sens où vous pouvez la trouver pour une centaine d'euros. Alors moi, la première, je l'avais eu lors du salon Tamashi, donc je l'avais payé au prix fort, entre guillemets, puisque j'avais dû l'avoir en préco à 130 euros. La deuxième que j'ai acquise il n'y a pas longtemps, je l'ai eu en prix promo, entre guillemets, à 100 euros tout compris, en neuf. Maintenant, ça commence à devenir difficile à la trouver à moins de 120 euros. Donc si vous voulez en faire l'acquisition, ne traînez pas trop, puisque ces prix-là, à mon avis, ne feront qu'augmenter du fait du faible tirage de ces figurines. Et le problème, c'est que ce n'est pas spécifique que à ce pack, mais c'est aussi le cas pour toutes les figurines de la gamme OCE. Donc si vous commencez cette gamme, dites-vous bien que ça sera déjà d'une part compliqué de trouver les figurines, et d'autre part, ça sera encore plus compliqué de les trouver à prix abordable. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette review. Donc mon objectif c'était vraiment de vous montrer à quel point cette gamme OCE est magnifique, de vous transmettre l'affection que j'ai en particulier pour ce personnage de saga, et puis surtout de vous transmettre aussi l'affection que j'ai pour ce manga, hein, en particulier. Et j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de lire finalement l'œuvre de base, l'œuvre originelle de l'anime Saint Seiya, ne serait-ce que pour y trouver les nuances par rapport à l'anime, et aussi peut-être pour sauver une partie de l'anime qui a été un peu bâclée en OAV, à savoir la partie Mekai. Ce manga devient difficile à trouver en version papier, donc ici c'est l'édition Kana de 2003. Elle a été rééditée en 2011 en version de luxe avec plein de pages en couleur, donc forcément c'est aussi un point positif par rapport à cette version là. Maintenant, même cette version de luxe est difficile à trouver en format papier, donc il faudra peut-être vous rabattre sur les formats numériques que vous pouvez par contre trouver dans vos boutiques préférées. Alors faut compter aux alentours de 7-8 euros par volume, sachant qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine. Donc forcément à la fin ça commence à faire un petit peu d'argent, mais bon, si vous y allez petit à petit, ça peut être intéressant de lire ce manga. Et je vais terminer cette review par une petite séance dédicace. Alors d'abord un salut tout particulier à Mike Tigra et The CNS,
qui ont eu des mots gentils à mon endroit récemment. Donc merci les gars. Merci également à mes abonnés les plus fidèles qui se reconnaîtront et qui reviennent à chaque fois manger ma soupe. Merci à vous. Et puis pour tous les autres, eh bien, je ne peux que vous encourager à revenir. Il y a encore plein de contenu qui va arriver sur la chaîne, donc je ne peux que vous encourager à vous abonner, à liker, à commenter, et puis à participer. Bien évidemment, cette chaîne est aussi la vôtre, et elle grandira grâce à vous. Voilà les amis, donc stay tuned. Pour ceux qui n'auraient pas compris, stay tuned. Et puis comme d'habitude, portez-vous bien.